Bonjour à toutes et à tous, c'est une édition absolument exceptionnelle que la rédaction de Motor Live vous propose aujourd'hui. Une émission de rêve, c'est vrai. Qui n'a jamais rêvé de passer la barre des 350 km/h sur le circuit du Castellet? Eh bien, Philippe Monnerel l'a fait, et attention, pas au guidon de n'importe quelle moto. Il a battu le record de vitesse du Paul Ricard sur une Kawasaki H2R. Un conseil, restez assis. On a aussi pensé à tous ceux qui rêvent d'une moto plus calme, capable de les emmener loin, confortablement, en voyage, mais aussi rapidement, efficacement au travail le matin, puis de la ramener à bon port le soir. Nous avons donc organisé un duel entre la Triumph Trophy et la BMW R1200 RT. Mais tout de suite, on commence avec un engin très attendu, d'abord parce que son architecture est inédite, mais aussi parce qu'il s'adresse à une clientèle qui n'a peut-être encore jamais imaginé circuler autrement qu'en voiture. Nous avons essayé le Quadro 4, enfin je veux dire, nous. Didier a essayé le Quadro 4, c'est lui le vénard dans l'histoire. Le Quadro 4 est là dans son coloris noir mat, imposant, avec un air de famille indéniable avec le 350D dont il reprend toute la partie avant. On note une meilleure finition et des plastiques plus cossus. Par contre, derrière, tout change. C'est plus moderne tout en étant plus massif pour encadrer les deux roues arrière. 4 roues, oui, mais le Quadro reste classé dans la catégorie des L5E, comme les 3 roues que nous connaissons. Ce Quadro est donc conduisible avec un permis auto plus la formation de 7 heures. Ce statut lui ouvre les mêmes voies royales que le Piaggio MP3, avec une roue supplémentaire, histoire de séduire un peu plus cette clientèle automobile recherchant la mobilité. La hauteur de selle est bonne avec 770 mm, 10 mm de moins que sur le 3 roues, mais la selle est un peu plus large, si bien que l'on pose tout juste les pieds à plat au sol. Sauf que cela ne va pas être utile, car ce 4 roues tient droit tout seul. Donc 4 roues et un comportement finalement peut-être un peu différent. On est bien installé à bord. La position, pour ceux qui connaissent le 3 roues, resteront dans l'esprit de la famille. Il n'y a pas de changement à part une très belle instrumentation. Le premier constat que l'on fait, c'est qu'il n'y a plus besoin de mettre le pied par terre, c'est fini. Voilà, là par exemple je m'arrête à un stop et donc pas du tout besoin de mettre le pied par terre. Sous les yeux enfin une instrumentation digne de ce nom et qui faisait défaut aux 3 roues de la marque. Sur le Quadro 4, contour, compteur, jauge de température moteur à aiguille et fenêtre numérique avec montre, totalisateur, température extérieure et une jauge originale avec 5 pictos hexagonaux. On ajoute de nombreux voyants dont ceux de frein de parking et blocage suspension. À ce sujet, petit changement avec le 3 roues. Le levier au tablier ne bloque que la suspension. Le frein de parking est relégué sur le côté et ajoute une fonction anti-vol avec des pions venant directement s'insérer dans les disques arrière. On constate que ce moteur a bien évolué avec un comportement à bas régime qui nous offre de très belles accélérations et surtout une vitesse de pointe accrue alors que cet engin embarque 50 kg de plus que le 3 roues. Nous retrouvons le bloc du 350, un moteur qui développe 30 chevaux mais qui a été revu au niveau de la distribution. Il dispose de nouveaux arbres à cames et bien sûr un carter différent puisque ce moteur intègre désormais un différentiel arrière pour pouvoir gérer les 2 roues et les 2 transmissions par courroie. Ce moteur reçoit également un double balancier d'équilibrage qui le rend exempt de vibrations. L'originalité de ce scooter réside dans sa suspension totalement hydropneumatique HTS. Une pression de 21 bars dans les amortisseurs qui n'ont pas de ressort permet donc de gérer à la fois l'amortissement et l'inclinaison. À l'arrière, la transmission aux roues est assurée par 2 courroies crantées. Les superbes jantes alu noires en 14 pouces sont chaussées des mêmes pneus à l'avant qu'à l'arrière. Côté frein, on trouve 4 disques ajourés dotés d'étriers plus puissants que sur le 3D.
Au départ, il faut prendre une petite habitude. Au fil des kilomètres, on prend de plus en plus de plaisir au guidon de ce Quadro 4 car ça devient de plus en plus naturel et on a vraiment une sensation de survoler la route avec une sécurité inconnue avec les autres véhicules à 2 ou 3 roues. C'est d'une stabilité irréprochable. On constate que dans les petits virages, on prend de l'angle et ça tient, y compris sur le mouillé, du moins c'est ce que nous indique le constructeur, car pour notre essai, le soleil était là. L'amortissement est assez ferme, mais on peut dire que la selle est très confortable et le comportement général du véhicule permet de parcourir des kilomètres sans aucune fatigue. Au niveau du freinage, c'est un engin qui freine bien sûr, on peut bloquer les 4 roues et ça freine à la pédale très bien. Le passager dispose de repose-pieds repliables et d'une bonne assise. 2 poignées sont là pour se tenir, mais les angles du dosseret gênent un peu. À l'arrière, le Quadro est déjà prévu pour recevoir un porte-bagages tubulaire pour installer un top case qui permettra de loger un deuxième casque, car le coffre n'en loge qu'un en position inversée. Ce coffre s'ouvre depuis le contacteur assisté par 2 vérins. Il est éclairé et intègre une petite excroissance supplémentaire, pratique pour ramener sa mozzarella d'Italie, équipée aussi d'une prise 12 volts. À l'arrière, on apprécie le gros feu à LED. Côté rangement, on retrouve à l'avant les 2 logements fermés que l'on avait déjà sur le 3D, le rangement inférieur recevant également une prise 12 volts. On a fait une centaine de kilomètres à son guidon et je dois dire que le bilan est très positif. Le prix est important, mais bon, c'est un véhicule exclusif et qui ne manquera pas de séduire pas mal de nouveaux adeptes. Certes, le tarif de 12 490 € peut refroidir. Ce sera en tout cas le prix à payer pour ce scooter d'exception. Il n'y en aura certainement pas pour tout le monde car la production pour 2015 est limitée et seulement 1000 Quadro 4 seront disponibles pour l'année 2015 en France. Qu'est-ce que c'est sympa de rouler avec un gros deux temps comme ça, ce 3 cylindres. Il faisait quand même à l'époque 74 chevaux. C'était la référence absolue, 220 km/h. Alors maintenant, c'est sûr, les choses ont changé, le deux temps est plus au goût du jour. Et là, on va découvrir cette nouvelle H2R de 326 chevaux. C'est énorme, grâce justement au compresseur. Alors elle a même des appuis aérodynamiques, ça doit pédaler. Et ben, on va aller l'essayer. C'est parti. Autant dire qu'il fallait une piste à la mesure de la H2R et seul le circuit Paul Ricard dans le Var peut proposer une ligne droite de 1,8 km. Mais est-ce suffisant pour pousser la bête à son maximum ? La marque japonaise a mis toutes les entités du groupe à contribution pour élaborer cette nouvelle moto, articulée autour d'un concept inédit et capable d'accélération inconnue à ce jour. Si l'architecture semble classique avec son 4 cylindres, 4 temps de 998 cm3, acculasse double arbre et 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide, injection et admission dynamique, un petit élément peint en rouge va changer la donne. La H2, millésime 2015, reçoit un compresseur volumétrique et s'affiche ainsi avec 326 chevaux dans la musette. Dans sa livrée carbone et avec ses ailerons, la H2R passe pour un objet roulant non identifié. En collaboration avec la division aérospatiale, Kawasaki a créé une enveloppe aérodynamique sculptée pour assurer un maximum d'efficience aérodynamique. La face avant avale l'air et le propulse dans un conduit jusqu'au compresseur peint en rouge situé derrière le rang de cylindres.
Pas de carénage intégral du reste pour que l'on voie les entrailles de la bête. Autant le dire tout de suite, si vous êtes venu pour rouler incognito, c'est raté, vous serez repéré immédiatement. Le 4 cylindres diffuse directement dans un 4 en 1 sans silencieux. S'en dégage un son très rauque et caverneux digne d'une MotoGP. Le ton est donné et on ne peut que partir avec une certaine appréhension. N'est-ce pas Philippe ? Allez, c'est parti avec cette H2R. Tout le monde a envie de la piloter, cette machine. Quand t'aimes le pilotage, quand t'aimes l'accélération, la puissance, c'est la moto qu'il faut piloter. C'est terrible. Alors, il y a un petit coup de pompe à bas régime. Sur le filet, elle n'est pas très précise. Là, elle est mieux. On va retirer la ronde anti-patinage, c'est mieux. Mieux laisser le pneu patiner un peu à l'accélération que de mettre trop d'anti-patinage et ça fait des coupures, c'est désagréable. Pas de coque alu, mais un treillis tubulaire en acier façon Ducati, mais pas en verre évidemment. Le reste de l'équipement est classique d'une Hypersport avec fourche inversée entièrement réglable depuis le bouchon supérieur. Sur le T supérieur prend place un amortisseur de direction électronique Collins qui se durcit en fonction de la vitesse. À l'arrière, le mono-amortisseur Kayaba à bonbonnes séparées dispose d'une molette externe de réglage pour la précontrainte. Côté poids, la H2R est annoncée à 217 kg tout plein fait, avec donc 17 litres de carburant. Les positions comme sur une machine de course. Alors c'est vrai que le filet de base est particulier, ça ratatouille un peu. Un bas régime. Et les bas régimes là-dessus, c'est voilà, il faut être à 8000. À partir du 1000, ça marche bien. Alors, vous avez vu, de chaque côté, il y a les ailerons. On va voir ce que ça va donner dans la ligne droite. On n'a même pas le temps de dire ouf que tu es déjà à 200. Allez, ça monte et j'ose faire la pluie des deux ailerons là. Vraiment, c'est incroyable, c'est une sensation que j'ai jamais eue. C'est appuyé sur la fourche qui talonne pratiquement à 340, 350 maintenant, tellement il y a d'appui aérodynamique sur la roue avant. Freinage à 357 km/h. Je pense que c'est le record en moto de vitesse de pointe ici sur le tracé Corica. En tout cas, ça pousse. Une machine qui est quand même maniable. Hein. Là, ils ont fait un truc extraordinaire. Dans ces conditions, à 357 km/h, il faut avoir de bons freins pour prendre le virage de cygne à 150. Il ne faut pas sortir tout de suite de la bulle, sinon on prend une claque. Il faut repasser sous les 300 km/h avant de sortir la tête. Côté frein justement, c'est du solide avec double disque avant de 330 mm avec étrier 4 pistons à montage radial Brembo.
À l'arrière, un disque de 250 mm avec étrier double piston complète le freinage qui intègre un ABS déconnectable. Incroyable hein, quand même cette Kawasaki H2. Déjà, on est impressionné avant de monter dessus, presque plus que quand on est à son guidon. C'est ça qui est bizarre parce que 326 chevaux, ça paraît tellement énorme. Et en fin de compte, avec l'électronique, avec ces choses-là, ça se gère assez facilement. Alors, il y a des choses en plus que j'ai découvert que j'avais jamais ressenti. C'est cet appui aérodynamique, c'est-à-dire en ligne droite, au-dessus de 330, on sent vraiment, grâce à ces ailerons, la fourche s'enfoncer carrément, elle est en butée de compression, quoi. C'est énorme l'appui que ça prend jusqu'à 357. Alors même si cette machine elle est surtout destinée à des accélérations à la vitesse de pointe, elle a été conçue pour ça grâce au compresseur et ses 326 chevaux, elle se comporte pas si mal, même si elle est un petit peu plus difficile en virage. C'est pas une hyper sportive, hein. Elle n'est pas aussi agile, surtout quand on décélère, il y a un petit peu de manque de frein moteur dû au compresseur, une petite réaccélération même, juste avant d'aller chercher le point de corde. Donc c'est un peu plus difficile au niveau du feeling, mais quand même, hein, globalement, c'est une machine qui est faite pour le plaisir, mais surtout pour avaler et doubler tous les autres dans les lignes droites. Et alors, on en veut toujours plus parce que je trouve qu'il y aurait eu une dent de moins à l'arrière, on aurait pu aller un poil plus vite parce qu'elle rupte à 357, donc c'est déjà pas mal. Je suis assez content de l'avoir fait, mais on en veut toujours plus. Et puis voilà, hein. Rendez-vous dans 10 ans pour 400 km/h. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui Motor Live vous propose un comparatif des motos GT routières avec la référence du marché, la BMW R1200 RT, dans son évolution 2014, qui a pas mal évolué, nous allons le voir, et on l'oppose à la Triumph Trophy, donc une moto inspirée de la BMW. Elle en reprend les grandes lignes de l'ancienne génération, également en 1200 cm3. Mais le mieux est de partir tout de suite sur les routes de Sardaigne pour ce comparatif. Lorsque Triumph a lancé sa Trophy en 2012, la marque anglaise ne pouvait nier sa source d'inspiration, la BMW R1200 RT. En 2014, l'allemande a évolué avec un nouveau moteur à refroidissement mixte RO et de nombreux détails revus. Pour ce duel, voici les versions équipées SE chez Triumph et avec 3 600 € d'options chez BMW pour avoir un niveau d'équipement comparable, ce qui fait bien grimper le tarif de la bavaroise. Copie rapprochée de la 1200 RT de 2011, la Trophy est plus classique, moins plastique que la nouvelle BMW qui intègre de nombreux caches et déflecteurs destinés à protéger son équipage. La BM embarque aussi des feux diurnes caractéristiques de son regard. Toutes deux optent pour des pare-brise électriques très protecteurs qui évoluent sur un axe hauteur-profondeur pour s'adapter au mieux à la demande. Bon point sur la Triumph avec la mémorisation de la position. L'une comme l'autre dispose de rétroviseurs intégrant les clignotants et faisant office de protège-main. Le chauffage des poignées et des selles se gère sur plusieurs niveaux sur les deux motos. Égalité entre BMW et Triumph pour le style et la protection. Les positions sont très proches, parfaitement étudiées pour les longues distances. Le buste est droit, le guidon revenant vers le pilote. Les selles, réglables sur 20 mm, sont accueillantes, mais l'assise large de la Triumph la rend moins accessible aux petits. La BMW reste plus facile à manier à l'arrêt, surtout avec son poids inférieur de 70 kg, mais aussi grâce à une excellente répartition des masses. Côté instrumentation, la BMW a fait vieillir les traditionnels cadrans de la Triumph, où les informations s'affichent sur le bloc numérique central qui se commande au guidon gauche. C'est similaire sur la BMW, mais nettement plus pratique avec la nouvelle molette rotative à impulsion latérale.
Les deux GT reçoivent un régulateur de vitesse simple à manipuler. Il est de série sur la Trophy, mais en option sur la RT, tout comme la radio. En revanche, la commande n'est pas intégrée sur la Triumph qui reçoit un bouton supplémentaire peu ergonomique. Sur ce point, la BMW l'emporte face à la Triumph. Qui dit routière GT dit aussi valise latérale de série. De 31 litres de contenance, celles de la Triumph sont très logeables, mais exigent la clé de contact aussi bien pour les ouvrir que pour les ôter. Les systèmes d'ancrage sont similaires et très pratiques. Sur la BMW, c'est plus sophistiqué avec un déverrouillage électrique au tableau de bord. Le volume des sacoches de la BMW est également plus important. Porte-bagages arrière sur les deux, avec montage possible d'un top case en option. La Triumph propose un petit rangement qui se verrouille électriquement dès que l'on coupe le contact. Sur la BMW, il y en a deux, avec serrure et d'une contenance totale équivalente. Égalité parfaite entre les deux GT. Côté moteur, la bavaroise est dotée du célèbre flat BMW de 1200 cm3 dans sa dernière génération à refroidissement par air et eau, conservant son apparence traditionnelle. Il reçoit un contrôle de traction sensible lorsque l'on ouvre les gaz en grand. Ce moteur se montrant très réactif, il ne permet pas une conduite très coulée. Un comportement très sportif pour une grande routière. Le bloc 3 cylindres en ligne 1200 cm3 de la Trophy est issu de la Tiger. Il reçoit de série un contrôle de traction assez discret. Voilà un moteur onctueux et fluide, répondant parfaitement à la philosophie GT. Nos deux machines étaient bridées conformément à la législation française, bridage pénalisant davantage la Triumph à cause de son poids supérieur. Sur route sinueuse, la Trophy fait preuve d'une belle efficacité et affiche une belle souplesse, évitant de trop jouer de la boîte de vitesse. La BMW se montre plus sportive dans son comportement et impose de tirer plus sur chaque rapport, ce que le passager supportera moins. En ville, l'aisance et la maniabilité de la BM compensent la rugosité du moteur, alors que la Triumph y est plus empruntée tout en ayant un moteur plus souple. Si la boîte de vitesse précise, silencieuse et bien étagée régale sur la Trophy, celle de la BMW, également à 6 rapports, reste ferme et bruyante. Côté consommation, nous avons été agréablement surpris par la sobriété de la Trophy, qui évolue entre 5 et 6 litres, valeur plus difficile à atteindre avec la RT, qui reste au-dessus des 6 litres. Triumph remporte le match moteur face à la BMW. Pour le confort, là encore nous avons le même niveau d'équipement, de série sur la Triumph et en option sur la BMW. Suspension pilotée avec des niveaux de réglage similaires sur 3 positions, sport, standard et confort, plus le choix de la charge avec pilote seul, pilote plus passager ou pilote et bagages. Les différences sont sensibles et cela influe sur le comportement de la moto. La BMW se révèle un peu plus ferme alors que la Triumph soigne mieux son passager. La selle confort apporte également un plus indéniable et perceptible lorsque l'on effectue ses 300 km par jour. Le pilote sent moins le passager sur la Triumph, tandis que l'invité apprécie peu la brutalité de la BMW, aussi bien au freinage qu'à l'accélération. Un nouveau bon point pour Triumph sur le confort. Plus légère et mieux équilibrée, la BMW est très joueuse. Elle réagit à la moindre sollicitation et se place avec précision, laissant la possibilité de modifier sa trajectoire en permanence. On apprécie l'assiette constante en charge comme au freinage, ce dernier se montrant trop mordant. Couplés à la pédale, les disques avant et arrière sont redoutables d'efficacité au point de déclencher souvent l'ABS. Côté Triumph, l'ABS et le couplage à la pédale sont aussi de série, mais le freinage est plus doux. Il faut appuyer fort, mais l'effet est bien réparti et n'induit pas de relèvement en courbe. La Triumph est plus vieille école dans son placement en courbe. On la met et elle s'y tient. Pas question d'improviser car l'anglaise aura tendance à élargir sa trajectoire, là où la BMW pardonnera plus facilement. À bon rythme, la Triumph se révèle finalement plus facile à piloter et moins fatigante que la BMW qui n'amuse pas le terrain. Côté efficacité, on ira plus vite avec la BM, mais moins longtemps. Et une égalité pour finir avec le comportement. Difficile de faire un choix finalement, même si au point la Triumph l'emporte ici. Il lui manque une selle abaissée et une cure d'amaigrissement. La BMW est séduisante mais trop sportive pour une GT et surtout plus chère. Il faut compter 3 600 € de plus à équipement égal. Nous vous invitons à lire les essais et à voir les vidéos individuelles de ces deux motos pour finir de vous forger votre opinion. C'est la fin de cette émission, on espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que nous à la préparer. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition.
En même temps, si vous trouvez le temps loin, vous pouvez nous retrouver sur motorlife.tv, nous lire en téléchargeant gratuitement notre magazine digital Motorlife Mag sur l'App Store ou nous suivre sur motoservice.com. Bye. Ça suffit maintenant. Non mais... Ça c'est la boule, l'attaque de la boule géante. Non, on voit pas que je suis en short, ça va. Non mais tu me le dis si ça se voit que je suis en short. Et je monte sur la... Non mais là je peux pas monter sur la boule, c'est une boule.